Alors bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce webinaire sur l'optimisation des parcours de paiement B2B dans les services financiers. Alors avant que je laisse parler les différents intervenants de ce webinaire, en quelques mots, moi je suis Anne Ledrev, je suis en charge de la filière banque au sein de Finance Novation. Finance Novation est une organisation qui a pour objectif de rassembler les acteurs de la finance autour des grandes thématiques de l'innovation, dont les paiements. Aujourd'hui, on a plus de 600 membres répartis en 7 filières et du coup, moi, je m'occupe de la filière banque et c'est dans le cadre de nos activités que nous organisons régulièrement, des webinars sur les thématiques, du moment. Alors, juste quelques informations, il y a 2 informations. Alors, ce webinaire sera disponible en replay que l'on postera sur LinkedIn et sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager, a posteriori le contenu, avec vos pairs. Et deuxième, petite information, vous avez un chat en bas à droite, dans lequel vous pouvez, poser vos questions et les intervenants, seront contents d'y répondre, en fin de webinaire. Voilà. Bah, Achraf, du coup, je te laisse la main et puis je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup Anne, bonjour à tous. Merci d'être nombreux aujourd'hui. Donc très heureux de vous accueillir pour ce webinaire autour de comment optimiser les parcours de paiement B2B dans les services financiers. Une thématique pour laquelle nous avons convié des intervenants experts avec des perspectives différentes, des angles de vue et des paradigmes complémentaires. Vasco Alexandre, cofondateur et CEO de DotLife, Victor Derrier, le directeur de développement chez CentralPay et Jacques-Olivier Schatz, CEO de Xpolets. Donc, de mon côté, je m'appelle Achraf Ayadi, donc je suis fondateur du cabinet Altavo Partners, qui est un cabinet de conseil dédié aux fintech et aux banques et à l'innovation. Et j'ai le plaisir de modérer aujourd'hui ce webinaire. Donc, sans tarder, moi, je vous propose de commencer immédiatement notre premier tour de table. Victor, quelle est la vision actuelle de CentralPay aujourd'hui du marché des paiements B2B? Et quelles sont les tendances remarquables que tu vois depuis quelques années et où est-ce qu'on va exactement dans ce domaine? Après une petite présentation, bien sûr, de CentralPay et de ton rôle chez CentralPay. Merci beaucoup. Merci Ashraf pour cette introduction. Donc moi je suis Victor Derrier, directeur du développement chez CentralPay. Donc on est une plateforme de paiement indépendante agréée par la CPR, donc qui est l'autorité de contrôle de la Banque de France. Donc pour faire un résumé rapide de notre activité chez CentralPay, on aide les entreprises à simplifier et à automatiser leurs encaissements en B2B, donc que ce soit par carte de paiement, par virement ou par prélèvement SEPA. Donc, on a des clients qui vont des cabinets de recouvrement aux e-commerçants en passant par des entreprises plus traditionnelles. Voilà. Donc, on a un double objectif. Le premier, c'est faciliter le travail des équipes en automatisant des tâches qui sont souvent chronophages. Et le deuxième, c'est d'améliorer les performances financières des entreprises, notamment sur les aspects qui leur sont chers, comme le DSO ou l'optimisation des flux de trésorerie. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, concernant le marché des paiements B2B, globalement, on constate qu'il est en retard par rapport au B2C, où la digitalisation est bien ancrée. Alors ça s'explique, il y a beaucoup de process encore manuels parce que la complexité des transactions B2B est plus grande. On a des conditions de paiement spécifiques, on a des intervenants multiples, on a des critères d'acceptation ou de refus du service ou du produit auprès du client qui sont plus importants. Donc c'est plutôt normal que le B2B soit un train en retard, mais les choses bougent et plutôt vite en ce moment. On a plusieurs points que je me suis noté pour cette intervention qui peuvent être assez parlantes et expliquer ce mouvement, en tout cas cette accélération. En premier, le tournant de la facture électronique. Donc à partir de 2026 pour les grandes entreprises et 2027 pour toutes les autres, c'est proche. La facture électronique va devenir obligatoire. Donc ça va pousser les entreprises à revoir leur processus. Parce qu'au-delà de la conformité, il y a aussi des enjeux d'optimisation pour éviter les pénalités et aussi accélérer les paiements.
Le deuxième, c'est l'essor des paiements instantanés. Hein. Les virements SEPA instant gagnent de plus en plus de terrain. En 2023, on a vu une croissance de plus de 95% de son usage donc par rapport à 2022. Et avec la DSP3 qui arrive en 2025, bah, ils vont devenir plus accessibles parce qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires. Hein. Donc c'est le moyen parfait pour améliorer la gestion des flux de trésorerie et éviter les retards. Et il va être utilisé. Côté marché, c'est vrai qu'on remarque une pression sur la trésorerie des entreprises. Toutes les entreprises cherchent à encaisser plus vite aujourd'hui. C'est stratégique, surtout dans le contexte économique actuel. Donc, on voit émerger les solutions digitales de financement comme le BNPL B2B, l'assurance crédit aussi, pour ne citer que, qui permettent de trouver le bon équilibre entre la flexibilité et la gestion des encaissements. J'ai encore deux points à citer pour voilà, contextualiser un petit peu ce marché B2B. C'est les attentes des consommateurs. Hein. Les consommateurs sont avant tout des consommateurs B2C et on peut remarquer qu'ils reportent leurs attentes des parcours B2C vers le B2B. Donc ils attendent maintenant la même chose dans le cadre professionnel. Donc, on a des entreprises comme Metro, par exemple, qui investissent dans des marketplaces ou des solutions de paiement digital. On voit des grands acteurs qui investissent ces parcours digitaux. Donc, c'est une tendance forte et d'ici quelques années, on sait qu'une grosse partie des paiements B2B se fera en ligne ou via des processus automatisés. Et enfin, le dernier point, donc la sécurité, qui est toujours un enjeu majeur. Peut-être que ça fera écho avec le discours de Vasco, mais avec la digitalisation, la fraude évolue aussi. Donc les entrées en relation à distance, elles doivent être soutenues par des données, par credit scoring ou d'autres outils qui nous aident à mieux connaître la personne qu'on a en face de nous, même si elle est à distance, et voire même des processus de connaissance client plus poussés, KYC, KYB, que l'on connaît bien chez CentralPay et chez Dotfile également. Donc pour résumer rapidement cet élément, bon, le B2B il est en transformation, hein, en pleine transformation. On a les réglementations, on a la pression économique, on a des attentes clients qui s'accélèrent. Donc nous chez CentralPay, on le remarque au quotidien et on essaie d'accompagner nos clients dans cette transition avec des solutions qui sont spécifiques pour le B2B et qui permettent d'accompagner cette transition. Merci beaucoup, Victor. Jacques-Olivier, en fait, est-ce que tu peux nous parler des parcours de paiement spécifiques un peu pour les entreprises B2B sur web ou sur mobile ou les différentes variantes qui peuvent exister et comment vous, en tant que BAS, vous pouvez les gérer chez Xpolens? Bien sûr, après une courte présentation de Xpolens qu'on ne présente plus en réalité, mais euh, Si, on va mais peut-être présenter voilà, quand même parce que je ne sais pas qui est là et on ne voit pas combien on a en d'auditeurs, mais je vais effet, quand même faire une petite présentation rapide. Donc, voilà. Jacques Olivier, effectivement, CEO d'Xpolens. Xpolens, globalement, c'est une grosse boîte de Lego de moyens de paiement qui va faciliter les paiements, alors B2B et B2C, bien évidemment, mais surtout qui va le faire des deux côtés. J'y reviendrai un petit peu, mais voilà, dans une relation, il y a un vendeur et un acheteur. C'est important de pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut faciliter la vie et de l'acheteur et du vendeur. Xpolens, donc ça s'appuie sur principalement trois piliers. Hein. Le premier pilier, c'est un agrément auprès de l'ACPR pour faire notre métier, sachant qu'Xpolens est une société du groupe BPCE sur lequel on s'appuie à la fois sur un certain nombre de processus de traitement de cartes, de flux, et également en termes de sécurité. Hein. Tout à l'heure, Victor le disait, ça fait partie des éléments extrêmement importants de se garantir conformité, lutte contre la fraude, etc. Deuxième pilier, c'est nos assets technologiques. Hein, c'est un core banking system qui est tout nouveau, microservicé, en capacité de pouvoir prendre des niveaux de charge et de faire de la scalabilité de façon très importante et qui justement a une résilience très forte du fait de cette du microservicing qu'on a mis en place. Et dernier point, c'est une capacité d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, alors bien évidemment, on a des portails d'API qui sont très détaillés et qui permettent à des développeurs d'avoir une expérience très autonome, mais en parallèle de ça, on a aussi des experts qui viennent accompagner parce que
le domaine des paiements, c'est un domaine très particulier qui nécessite des niveaux d'expertise. Et en fait, pour pouvoir faire simple vis-à-vis de nos partenaires, il y a parfois des niveaux de complexité assez importantes et donc la mise en place, on a un accompagnement qui est très fort. Globalement, on a 4 modes de fonctionnement parce que boîte de Lego, ça parle jamais et c'est normal. Je vais plutôt donner des exemples. Le premier la première mode de fonctionnement, c'est ce pourquoi le BAS est connu, c'est créer des néobanques. En fait, on a créé un certain nombre de néobanques aujourd'hui. La dernière est une pour la Française des Jeux qui s'appelle Nirio, qui permet en fait à un partenaire de créer pour ses clients une banque qui permet d'avoir une carte, un compte, une application dans laquelle il y aura sa propre expérience utilisateur. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Deuxième type d'expérience, c'est optimisation de l'expérience des clients dans les paiements. Ça va être, pour donner là aussi quelques exemples, une capacité de créer des cartes virtuelles directement dans les wallets des clients pour pouvoir payer. Si votre avion est en retard, vous pouvez avoir une carte virtuelle qui va être chargée par votre assurance pour pouvoir payer le taxi, pour pouvoir aller à l'hôtel, pour pouvoir payer votre hôtel, etc. Vous allez pouvoir aussi, pour améliorer l'expérience client, générer automatiquement des virements instantanés sans intervention humaine. C'est le cas aujourd'hui, quelque chose qu'on fait avec BetClick, qui permet en un clic, en fait, au parieur qui a gagné de l'argent le samedi soir à 23h30 via un virement instantané, de toucher son argent. Et ça, c'est une expérience un peu waouh. L'automatisation sur le troisième point des flux de paiement pour les entreprises. En fait, les directions administratives et financières et les directions administratives, les trésoriers, etc., ont besoin aujourd'hui, et c'était un des propos de Victor aussi, de simplifier à la fois le pay-in et le pay-out, donc d'être en capacité de pouvoir facilement rentrer du cash via des IBAN virtuels qui vont permettre de faire du lettrage automatique et de pouvoir décaisser automatiquement. Et ce décaissement automatique va pouvoir être fait directement à partir d'une interface qui ne sera pas forcément votre banque, mais qui sera votre interface utilisateur de votre outil de comptable ou de votre outil de gestion. Et le dernier, c'est le plus intéressant aujourd'hui, c'est la robotisation des marketplaces, c'est-à-dire de pouvoir, à partir de flux entrants, faire de la répartition de flux sortants et ensuite de l'affectation sur les comptes des différents marchés. Voilà, désolé, c'était un peu long, mais ça permet d'être un peu clair sur ce qu'on fait. Ensuite, peut-être par rapport à la question que tu posais à Ashraf, je découperai dans un premier temps en deux, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, il y a des choses qui facilitent la vie à l'acheteur et il y a des choses qui sont mises en place par le vendeur. Si on commence par regarder côté acheteur, aujourd'hui, l'acheteur, lui, il a besoin de pouvoir payer par carte ou il a besoin de pouvoir payer par virement. Alors, déjà, la capacité de pouvoir, pour des entreprises, émettre des cartes qui vont permettre de pouvoir payer des cartes virtuelles, des cartes réelles qui vont pouvoir permettre de payer, de pouvoir avoir des cartes spécifiques pour des paiements spécifiques, ça va énormément simplifier la vie. Également, quand on va parler de virement, c'est de donner une capacité de pouvoir faire des virements instantanés, et là aussi Victor en parlait tout à l'heure, c'est de dire finalement ce virement instantané va permettre directement au site de pouvoir détecter que oui, il y a bien eu un virement, je confirme, et cette capacité-là, à la fois quand on est le patron, mais potentiellement pouvoir la décaler sur un certain nombre d'autres utilisateurs de l'entreprise. Je ne vais pas m'étendre trop sur la partie acheteur, même si aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui facilitent la vie à l'acheteur, et de dire dans une grande entreprise, finalement, d'être en capacité d'attribuer des cartes en fonction de droits aux uns et aux autres, ou alors de permettre aux uns et aux autres de faire des virements instantanés sans qu'il y ait tout un process de validation humain, mais que le process de validation, justement, de plafond, sur quel type d'IBAN il a le droit de faire des virements instantanés, etc. Tout ça, ça va aller énormément dans le sens de la simplification et la capacité, effectivement, à chacun de pouvoir payer. On en arrive effectivement au cœur du sujet, c'est la vie des entreprises, enfin la vie, pardon, des vendeurs et ou des marketplaces. Comment est-ce qu'on peut, effectivement, de ce point de vue-là aussi, leur simplifier la vie? Premièrement, il y a plusieurs catégories. Je dirais, il y a le paiement immédiat et il y a le paiement à échéance. C'est-à-dire que dans les paiements B2B, vous avez deux grandes capacités, effectivement. C'est ou alors vous savez tout de suite que vous êtes payé et vous êtes en capacité de lancer la livraison, ou alors vous n'êtes pas tout de suite en capacité de le savoir, et auquel cas, il va falloir faire confiance, et là aussi, sans vouloir paraphraser ce que disait Victor, mais
d'utiliser des solutions comme celle de Vasco pour pouvoir dire, OK, je fais confiance, j'ai un outil, j'ai potentiellement une assurance crédit qui va me dire, OK, bah, telle personne, je te la couvre. J'ai des outils de lutte contre la fraude qui vont me dire, OK, c'est bien une personne de telle entreprise. J'ai des outils de KYB qui vont permettre aussi de savoir que je suis bien avec la bonne entreprise, que cette entreprise n'est pas en liquidation judiciaire, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de fintech justement qui est réuni et synchronisé et on est tous en contact les uns avec les autres, hein, notamment par API, pour pouvoir faciliter le paiement différent. Si on vient sur le paiement immédiat, ensuite, il y a aussi un certain nombre de questions qui se posent dans les relations B2B, c'est les tailles de panier. Parce qu'on ne va pas payer de la même façon si on a 50 euros ou si on a 50 000 euros à payer. Pour donner un exemple, effectivement, bien évidemment, les paiements de 50 euros, les gens ne se posent pas trop la question. En général, c'est de la carte. Encore que, il peut y avoir aussi du prélèvement dans le cadre d'abonnements X, Y ou Z sur des petits montants. Ça se fait aussi assez régulièrement. Et c'est facile à mettre en place et de venir consommer des API, effectivement, pour pouvoir mettre du prélèvement. Vous avez la capacité ensuite derrière sur les très gros paniers à là vous dire, ah bah, la carte, elle passera pas. Ça, c'est 50 000 euros. Il y a très peu de cartes qui sont en capacité de payer directement 50 000 euros. Et si jamais c'était le cas, ça consommerait à peu près l'ensemble du plafond. Donc, si vous avez un véhicule d'occasion ou autre chose à consommer, c'est notamment ce qu'on fait, nous, pour une marketplace de véhicules d'occasion, vous êtes aujourd'hui en obligation de passer par autre chose. Alors, le chèque de banque, c'est le dispositif le plus fraudé et en plus, ça prend du temps, c'est assez has-been, on va dire. Vous avez maintenant la capacité de pouvoir faire de l'initiation de paiement qui va passer sur des IBAN virtuels, eux-mêmes en lien avec des comptes qui sont apaisés et donc qui sont en fonctionnement en temps réel. Ce qui fait que vous allez pouvoir proposer à votre client dans une UX qui est extrêmement agréable de pouvoir cliquer sur le bouton, générer le virement directement depuis le compte. Alors, si tant est effectivement que vous avez en face de vous la personne qui est en capacité de pouvoir accepter et accéder au compte bancaire. Si c'est le cas, effectivement, vous allez faire cette initiation de paiement qui va arriver sur le compte en face et qui va vous permettre effectivement de déclencher la suite puisque l'IBAN virtuel va dire, OK, c'est bien tel paiement qui est arrivé, je confirme qu'il est arrivé en temps réel et donc en temps réel, je peux splitter si on est dans le cadre d'une marketplace, voire faire des remboursements si jamais effectivement finalement il n'y a que 3 véhicules sur les 4 qui sont livrables. On peut même faire des remboursements sur IBAN virtuel. Ça, c'est des nouveaux fonctionnements SEPA effectivement qui n'étaient pas faisables avant. Et dernier point, effectivement, au-delà de la taille du panier, c'est la taille de l'entreprise qui est en face de vous. C'est quand vous êtes auto-entrepreneur, bah, vous avez de toute façon sur vous la carte, la banque, la capacité de virer systématiquement à n'importe qui. Et donc, tous ces mouvements-là liés au compte bancaire sont faciles. Plus vous allez monter dans les tailles d'entreprise, plus ça va être compliqué aussi de pouvoir avoir accès à une personne qui va avoir accès au compte et qui va pouvoir le donner. Donc là va venir ce que je disais en introduction, la gestion des droits, mais aussi pour certains la capacité à mettre en place des solutions justement qui vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir acheter. Je vous donne un exemple avec une société qui s'appelle Autodoc qui travaille avec nous, sur laquelle eux ont mis en place des relations régulières avec leur garage, donc ils font des pièces détachées. L'ensemble des mécaniciens vont avoir un compte sur lequel ils vont pouvoir venir commander des pièces détachées tout au long du mois. À la fin du mois, émission de facture et prélèvement directement de la somme sur le compte. Donc en fait, pour répondre à cette question de mince, comment est-ce que je fais pour pouvoir commander bien que les personnes n'aient pas accès directement au compte bancaire, c'est d'avoir des relations fortes, donc qui viendront, et je pense que Vasco aura l'occasion d'en discuter, mais avec une connaissance client et une compétence à pouvoir scorer le client qui sont assez fortes. Alors après, il y a un certain nombre d'autres solutions, hein, des cartes directement qui sont distribuées, etc. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques-Olivier. En tout cas, Jacques-Olivier, tu as dressé une vue assez matricielle, en fait, de toutes les possibilités, à la fois d'onboarding, mais les possibilités de paiement et les enjeux croisés que ça poserait dans un contexte B2B. C'est ça. En fait, il faut se dire que tu as 4 grands sujets, effectivement. C'est quelle typologie alors, à qui tu facilites la vie, quelle typologie de paiement, est-ce que c'est immédiat ou est-ce que c'est différé, quelle taille de panier et quelle taille d'entreprise. Et en fait, quand tu as ces 4 sujets auxquels tu as répondu et à savoir quelles sont tes cibles principales, quelles sont tes cibles secondaires,
effectivement, tu ne vas pas forcément mettre en place les mêmes choses. Ouais. Mais moi, j'ai noté dans ton intervention, Jacques-Olivier, et dans celle de Victor, que tous les deux, à la fin, vous tendez la perche à Vasco, Ah disant bah oui, Vasco à l'occasion d'en on parler, a besoin etc. les uns des Parce autres. que en effet, Vasco et Dotlife, Dotfile sont vraiment vraiment en amont, très en amont de la chaîne du paiement B2B, puisqu'ils sont au cœur de l'identification des acteurs qui sont censés intervenir dans la chaîne. Et donc, ça me donne l'opportunité de poser la question, mais quelles sont justement une présentation de Dotfile et puis quelles sont les pratiques actuelles que vous remarquez chez les clients B2B en termes de KYB lors de l'entrée en relation? Et est-ce qu'il y a des best practices aujourd'hui que Dotfile reconnaît comme étant la meilleure façon, la meilleure approche, reconnue par la réglementation, etc. Quels sont les enjeux de cette onboarding KYB en fait? Vasco. Ouais. Non, merci Ashraf pour la question. Bah, en 2 mots, nous, Dotfile, on est une solution de conformité et donc on aide nos clients qui sont des institutions financières régulées à vérifier leur contrepartie n'importe où dans le monde et le plus rapidement possible. Donc, autrement dit, on les aide à automatiser ces process de KYB qui, on le sait, sont historiquement assez manuels, longs et coûteux. Donc ça, c'est une première dimension sur laquelle on les accompagne, c'est cette dimension d'efficacité opérationnelle des processus conformité. Il y a aussi une dimension forcément de réduction de risque. Donc, on aide nos clients à avoir une adhérence parfaite avec la LCBFT et donc à diminuer les risques qui peuvent peser sur leur entreprise. On les aide également à proposer une meilleure expérience aux utilisateurs finaux, donc en rendant ces procédures de KYB les plus simples, les plus fluides, les plus intuitives. Et là, moi, je souscris totalement à ce que disait tout à l'heure Victor hein, sur la convergence entre les attentes du B2C et du B2B. Si moi, dans ma vie de consommateur, j'ai l'habitude avec Revolut de pouvoir m'onboarder en quelques clics, dans ma vie de chef d'entreprise, je vais avoir tendance à répliquer ce schéma mental et avoir des attentes du même ordre d'exigence. Et donc, de par l'activité qu'on a, on a la chance de travailler avec beaucoup de sociétés qui sont justement dans l'univers du paiement B2B. Alors, quelques exemples, on va aussi bien pouvoir travailler avec des acteurs nouvelle génération de la facturage, donc des sociétés comme Defacto par exemple, qui permettent de lutter contre la problématique des délais de paiement qu'évoquait aussi tout à l'heure Victor. Et puis des acteurs encore plus innovants. Donc récemment, on a pas mal parlé des stablecoins et de leur rôle dans les paiements internationaux avec l'acquisition de Bridge par Stripe. Et donc voilà, le fait qu'on travaille avec toutes ces sociétés nous donne une position d'observateur assez privilégiée. Pour revenir à la question que tu avais, Ashraf, sur finalement quels sont les enjeux et quelles sont les bonnes pratiques et sur la position de Dotfile vis-à-vis des parcours de paiement B2B, tu as raison sur le fait qu'on est assez en amont. Donc, nous, on aide des solutions de paiement B2B à onboarder leurs propres clients. Et donc, mettons que vous êtes une solution de paiement innovant, vous permettez à des entreprises de faire financer leurs créances. Votre proposition de valeur, et c'est souvent le cas dans les paiements, ça tourne autour de la simplicité, ça tourne autour de la rapidité. Donc, si jamais pour pouvoir fournir votre solution à un nouveau client, il doit passer par un parcours du combattant où il va devoir télécharger un PDF, qu'il va devoir signer, vous le renvoyer par mail, vous êtes déjà en dissonance avec votre proposition de valeur et vous freinez l'adoption de votre solution et puis vous abîmez votre marque, etc. Donc ça, c'est le premier point. Dans le paiement, on cherche à être rapide et finalement, cet impératif-là, il se retranscrit aussi sur l'onboarding. Donc ça, c'est quand on se positionne en amont de la chaîne. Mais on a aussi des chaînes de valeur qui sont un petit peu plus complexes. Et donc, je reprends mon exemple d'affacturage. Nous, on travaille par exemple avec une société qui va permettre à une marketplace type Malte d'aller proposer aux freelancers qui proposent eux-mêmes leurs services sur cette marketplace de se faire payer immédiatement plutôt que de se faire payer à 30 jours par le donneur d'ordre comme normalement. Et là, il y a plusieurs vérifications qui s'opèrent. Non seulement, moi, en tant que fournisseur de solutions de paiement, je dois vérifier la marketplace, Malte, avant de pouvoir installer ma solution dessus. Je vais vérifier le freelancer et puis je vais aussi vérifier le donneur d'ordre.
Et donc là, on est dans un schéma différent où en fait, le KYB est vraiment au cœur du dispositif de paiement et de la bonne complétion du KYB va dépendre de la bonne transaction, entre guillemets, et la bonne complétude de toutes les opérations qui vont s'en suivre. Ensuite, peut-être sur les bonnes pratiques, moi je rejoins ce que disait Jacques-Olivier, ça va énormément dépendre de la typologie d'acteurs. C'est Jacques-Olivier aussi qui citait toutes ces nouvelles sociétés qui proposent des cartes virtuelles, des solutions de gestion de dépenses. On a plusieurs sociétés de ce type-là avec lesquelles on travaille et elles ont des typologies de clients très différentes. Donc, on en a une qui va travailler avec Deutsche Bahn, par exemple, et on en a une autre qui va onboarder, pour reprendre l'exemple des pièces auto, les garagistes du coin. Et donc, forcément, ici, les enjeux sont pas les mêmes. Parce que quand on onboard Deutsche Bahn, la problématique, c'est de dire comment je fais pour que ça ne dure pas 3 mois et comment, en fait, j'ai mon client avec moi le plus rapidement possible et il peut générer du revenu pour moi. Alors que quand on prend, par exemple, le cas d'une solution de gestion de dépenses qui doit équiper des garagistes, eh ben, il peut y avoir une problématique où, en fait, si jamais l'onboarding est trop complexe et trop long, il va churner avant même d'avoir utilisé ma solution. Donc, dans un cas, on a une problématique de time to revenue. Et dans l'autre cas, on a plus une problématique de churn. Donc voilà, il faut tenir compte des populations et de la typologie de contrepartie à laquelle on s'adresse. Et enfin, il y a aussi la problématique des incentives. Alors, ça paraît assez évident, mais c'est toujours plus facile de demander à quelqu'un de faire un KYB, un KYC ou quoi que ce soit quand il faut que la personne le fasse pour se faire payer que quand il faut qu'elle le fasse pour elle-même pouvoir dépenser des sous, souscrire à un nouveau service ou un nouveau produit qui va lui faire de l'argent. Donc voilà, j'ai été un petit peu long, mais j'espère que ça répond à ta question, Ashraf. Non, mais tu avais tout à fait raison et bien à propos sur les points relevés. Moi, j'ai quand même été interpellé par un point que tu as relevé, Vasco. C'est vrai que j'y pensais pas. Mais avec l'émergence progressive des stablecoins, on va avoir la problématique de est-ce que celui qui est en train de payer avec les stablecoins est bien identifié ou pas, d'autant plus que si c'est une entreprise. Et puis derrière, je paye par stablecoin, il y a des problématiques de conversion lorsqu'on passe à une monnaie fiat. Laquelle, par quelle passerelle, par quel gateway, etc. Bon, là, on sort du cadre du KYB, on va plutôt sur côté paiement, chaîne de paiement proprement dit, mais la question de l'identification de la personne qui est propriétaire de ces stablecoins et du déclenchement de l'opération est réellement une opération et une question qui se pose aujourd'hui. Je suis pas sûr que la réponse à la question que tu posais, enfin indirectement, soit vraiment claire et facilement identifiable par tous les acteurs ici. Je sais pas ce que Victor et Jacques-Olivier en pensent, mais je pense que c'est sûr que le KYB aujourd'hui est au centre en fait du parcours. On est en entrant en relation, c'est une période qui est un peu sensible. Il faut pouvoir trouver le juste milieu entre justement ce parcours qui peut être un petit peu semé de frictions et d'embûches et l'efficacité commerciale que chacune des fintechs a besoin d'obtenir. Donc c'est vrai que c'est un sujet sensible et c'est important d'être accompagné par des professionnels pour pouvoir justement offrir quelque chose dans les standards du marché. Ouais. Mais justement, arrivant justement au fait, Victor, les questions sensibles. Parce qu'une fois, on a onboardé le client, qu'il a fait quelques transactions avec nous, etc. Et puis, un jour, un accident de parcours sur un paiement, etc. Comment se passe la question du recouvrement, en fait, qui est aussi une question un peu sensible. Comment tu pourrais placer un peu le recouvrement dans le processus de paiement B2B et puis comment ça se déroule en pratique et quels sont les points de friction, en fait, que tu pourrais noter et partager avec nous? C'est vrai que c'est un sujet intéressant, le recouvrement. En amont, en fait, on va peut-être dénoter les différents types de parcours qu'on peut trouver dans le B2B. Chez Centralpay, on en a identifié 3. En tout cas, on les a regroupés dans 3 grandes catégories. On a le paiement à la commande. Donc ça va être tout ce qui est e-commerce, marketplace. Je paye, je suis livré en tant qu'acheteur. On a le paiement à terme. Donc là, plutôt l'apparat des entreprises traditionnelles.
sur facture, paiement à 30 jours. Donc, je reçois une facture, je reçois mon service et je paye à 30 jours. Donc là, Jacques-Olivier parlait tout à l'heure de risque, de bien connaître son acheteur. On comprend pourquoi. Hein. Effectivement, on a une livraison de service ou de produit avant le règlement. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de recouvrement, hein, donc dans ce fameux paiement à terme. Juste pour le citer, le troisième type de parcours, c'est ce qu'on appelle le parcours de paiement récurrent ou mixte. Donc, ça va être concrètement les business models d'abonnement ou nécessitant un double paiement type acompte et solde. Voilà. Donc là, il y en a d'autres problématiques où on doit pouvoir ressolliciter à nouveau de manière récurrente l'acheteur sans trop le déranger, tout en prenant bien son consentement systématiquement. Donc, il y a des sujets qui sont assez divers. Le recouvrement fait vraiment partie du parcours de paiement à terme, donc sur facture à 30 jours. Et donc, c'est une étape clé hein, dans ce parcours-là. Donc, s'il est mal optimisé, il peut générer des problèmes financiers chez les entreprises. Je donnerai quelques chiffres un peu plus tard. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne commence pas à 30 jours. Shraf, ce recouvrement, il commence dès l'émission de la facture. Donc, le recouvrement, c'est quand même un terme assez générique. Pour moi, on doit découper deux grandes phases dans le recouvrement, le précontentieux et le contentieux. Le précontentieux, où notre objectif, ça va être d'obtenir le règlement dans les délais et de préserver la relation client. Tandis que le contentieux, ça intervient en dernier recours, lorsque toutes les démarches à l'amiable ont échoué, et il peut coûter très cher en temps comme en argent, selon les solutions qu'on utilise. Je parlais de chiffres rapidement concernant les entreprises. C'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, en France, on a 56% des entreprises qui ne payent pas leurs factures à l'heure. Donc, le délai moyen de paiement, qu'on appelle DSO, il atteint plus de 70 jours, 73 de mémoire aujourd'hui. Donc, c'est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Et ces retards, ça fragilise les entreprises qui ont le moins de moyens financiers. Ça va être les TPE, les PME, qui doivent puiser dans leurs fonds propres en fait, pour pouvoir combler ces manques de trésorerie. Donc, il y a un vrai sujet, en fait, on voit là-dedans dans le recouvrement, dans l'efficacité de ces parcours. Et avant de les déléguer à des professionnels qui le font très bien, on le sait, on en équipe beaucoup des cabinets de recouvrement chez Centralpay. On doit aussi chercher à optimiser son propre recouvrement interne et ses processus en interne pour justement bien maîtriser ses coûts sur les actions externalisées. Donc, comme je te disais, on gère vraiment cette optimisation des coûts et l'automatisation des traitements des paiements entrants chez Centralpay. Traiter un paiement entrant, ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Plus on va automatiser ces process, plus on va optimiser la performance financière de notre entreprise. J'ai noté quelques best practices que l'on applique avec nos grandes entreprises et les cabinets de recouvrement qui utilisent Centralpay. Je vous les partage, vous le dites à personne, hein, mais voilà, je vous le dis à Shraf en direct. Il y aura un replay, attention. Il y aura un replay. Ah mince, bon, je vais quand même les dire. Vas-y. Donc, la première best practice, c'est l'assiduité sur le recouvrement. Donc, une bonne relance, c'est une question de timing. Il faut être ponctuel dans l'envoi des notifications et ça, dès l'émission de la facture. Voilà. Il faut systématiquement rappeler les échéances à venir et agir rapidement en cas de retard. On voit trop souvent des entreprises, ne serait-ce que prévenir le client qu'une facture est due, déjà en retard. Donc à ce moment-là, on ne peut pas attendre que le paiement soit à l'heure si la première notification ou les premières relances sont elles-mêmes en retard. Donc là, il y a une assiduité et une ponctualité qui est de mise dans ces tâches. La deuxième, ça va être de s'adapter aux clients. Hein. Tous les clients ne se gèrent pas de la même manière, comme Jacques-Olivier le citait. On peut avoir des clients qui sont des auto-entrepreneurs, qui sont en déplacement systématiquement. À ce moment-là, des canaux comme le SMS sont très efficaces dans le recouvrement. Donc, il faut penser à doubler son email d'un SMS pour ce type de clientèle. Ou ajuster son discours aussi, simplement les prévenir des deadlines, on va dire, de cette facture, des impacts, des actions qui seront peut-être prises en cas de retard.
Ça, c'est important de pouvoir s'adapter aux clients. Le troisième point, alors là, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la multiplication des moyens de paiement, forcément. Donc, plus vous simplifiez le paiement, plus vous avez de chances que votre recouvrement soit réalisé rapidement. On parlait tout à l'heure du canal SMS. Qui dit SMS dit mobile. Qui dit mobile dit moyen de paiement mobile. Apple Pay, Google Pay peuvent faire vraiment la différence si on intègre sur des parcours de paiement pour des petites factures. Voilà, c'est sûr qu'on n'aura pas une facture à 50 000 € réglée par Apple Pay tout de suite. Mais effectivement, lorsqu'on adresse des auto-entrepreneurs ou qu'on a des factures justement qui sont assez sensibles, des montants de 100, 200, 500 € sur lesquels on ne peut pas se permettre d'avoir des relances humaines ou du temps humain qui est impliqué, des moyens de paiement ou des facilités de paiement sont essentiels en fait pour pouvoir augmenter nos taux de conversion. Très clair. Merci beaucoup, Victor. Peut-être juste, si je peux, Achraf, rajouter deux petites choses qui sont complémentaires en fait à ce que vient de dire Victor. Effectivement, d'un point de vue tech, aujourd'hui, d'utiliser des technos comme les IBAN virtuels qui vous permettent effectivement de détecter, et c'est ce que disait Victor, hein, de dire à la seconde près, un IBAN virtuel avec un compte à payiser, ça vous permet de dire à la seconde près, j'ai pas eu mon virement. J'ai pas eu je sais effectivement relancer le jour même ou dès le lendemain matin parce qu'en fait, mon virement, il est pas parti quelque part sur un compte où je sais pas qui l'a eu, je sais pas comment c'est parti. L'intérêt de ces IBAN virtuels, c'est que vous en donnez un par client et donc chaque client a son propre moyen de paiement, son propre flux de paiement et en fait, vous pouvez pas le rater. C'est-à-dire que vous n'avez pas des équipes derrière qui font du recouvrement, etc. Ça, c'est un premier point, mais qui fait effectivement, comme le suggérait Victor, gagner énormément de temps dans la relance. Et le deuxième point, effectivement, c'est de démultiplier les moyens de paiement et les paiements Apple Pay, etc., que Victor citait, sont importants, mais également, aujourd'hui, l'initiation de paiement. C'est quelque chose, quand vous envoyez un WhatsApp avec 5 façons de payer, je peux venir vous prélever, vous pouvez cliquer sur le lien, ça va ouvrir votre banque, vous faites juste votre Face ID, vous faites juste ça, vous cliquez sur autoriser et c'est payé. Ça va être des énormes façons de pouvoir recouvrer parce qu'en fait, potentiellement, la personne a perdu sa carte, potentiellement, elle n'a pas accès à X, Y, Z, comme le disait Victor, quand on est en déplacement. Et en fait, ces technos-là permettent aujourd'hui d'avoir des taux de recouvrement qui sont bien, bien meilleurs. Exactement. Si je peux me permettre, Achraf, pour compléter ce que Jacques-Olivier a dit, qui est très vrai, c'est vrai que sur les solutions qu'on a aujourd'hui, en fait, pour pouvoir connaître le paiement, parce que paiement et recouvrement sont forcément liés. Tout ce qu'on veut éviter dans une démarche de recouvrement, c'est relancer un client qui a déjà payé. Donc ça, il n'y a rien de pire pour la relation client de relancer un client qui nous a déjà réglé. Donc, il faut connaître instantanément le statut du paiement. Quand on reçoit un virement aujourd'hui, on sait le moyen de paiement, le virement SEPA, c'est génial, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus instantané, en tout cas dans sa version classique. Et une fois qu'il est reçu, il faut qu'il soit traité. Et généralement, c'est par un humain. Donc, c'est souvent dans cette période de traitement que se passent les erreurs. Donc, il y a des solutions, comme Jacques-Olivier le citait, l'IBAN virtuel pour savoir qui nous a payé. Et après, il faut savoir pourquoi il nous a payé. Il y a un vrai enjeu, je pense, pour les entreprises, peut-être parmi les auditeurs qu'on a aujourd'hui, c'est les paiements groupés. Lorsqu'un client vient payer plusieurs factures avec un même virement, alors là, ça devient complexe. Il faut, pour les outils, on va dire, de rapprochement automatique, c'est de cumuler plusieurs factures chez un même client et identifier que ça correspond à ce virement lorsqu'on n'a pas de référence à se mettre sous la dent pour pouvoir le rapprocher. Donc ça, c'est les vrais enjeux. Aujourd'hui, heureusement, il existe des outils qui l'automatisent. Il y a plusieurs solutions. On peut ajouter des interfaces qui permettent d'échanger avec le client de manière autonome. On peut ajouter des notifications complémentaires, demander au client d'intervenir. On peut aussi avoir des outils machine learning qui permettent de pouvoir deviner quelles factures sont payées et les proposer à l'entreprise pour qu'elle n'ait pas à faire ce travail manuellement. On parlait de paiement instantané tout à l'heure avec les virements instantanés. Ce serait quand même dommage d'avoir un virement instantané et pas de traitement instantané derrière, parce qu'à ce moment-là, on passerait sur les délais de traitement habituels. Ouais. Justement, en fait, Jacques-Olivier, il y a beaucoup d'innovations. D'ailleurs, Victor les a cités en introduction. On a le paiement instantané, on a la facture électronique obligatoire généralisée, on a le validation of pay dans le cadre préalable
des SCT instantanés, des SEPA, Credit Transfer Instant. Et bah, en fait, qu'est-ce que ça va apporter en fait au processus d'onboarding et de traitement des paiements B2B et ces nouveaux procédés vont-ils changer de manière significative la façon avec laquelle ce processus se déroule en général? Ouais, alors effectivement, si je prends le premier sujet, le validation of pays, c'est-à-dire globalement, ce qu'on va vous permettre de faire dorénavant, pour une raison simple, hein, c'est que on a un virement instantané qui va devenir au même prix que le virement classique. C'est-à-dire qu'en fait, les traitements de lutte contre la fraude, les traitements de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, etc., que les gens ne voient pas forcément, mais qui sont faits en bac, qui de temps en temps disent, oh là, attention, il y a peut-être une alerte, il faut qu'on fasse attention. Ces traitements-là, quand on doit les faire en moins de 10 secondes, plus toutes les validations, etc., ça devient d'une très très grosse complexité parce que ça nécessite potentiellement des machines énormes pour se dire, attends, est-ce que l'argent que j'ai envoyé en instantané, il va bien à la bonne personne? Est-ce que je ne suis pas en train de l'envoyer à un fraudeur? Donc en fait, ce qu'a décidé le régulateur et ce qu'a imposé le régulateur à l'ensemble des acteurs, c'est de dire, attendez, stop, ça, vous n'avez plus le droit de faire, enfin, vous pouvez de toute façon pas le faire dans les 10 secondes. Donc, vous allez le faire au moment où la personne va dans son compte bancaire et va dire, bah, tiens, je mets l'IBAN de tel marketplace, de tel partenaire à qui je vais envoyer de l'argent. Donc, ce qui va se passer, c'est que au moment où vous allez rentrer l'IBAN dans toutes vos interfaces bancaires, ça sera obligatoire à partir du mois d'octobre 2025. On va, en plus de l'IBAN, vous demander le nom et le prénom si c'est un particulier et la raison sociale si c'est une entreprise. Vous allez devoir dire, bah, tiens, là, je vais payer la société X parce que bah, c'est à elle que je dois de l'argent, elle m'a envoyé une facture, il y a son IBAN dessus. Je rentre cette société-là, comme ça, je serai en capacité de lui faire des virements, voire des virements instantanés, puisque ça sera gratuit. À ce moment-là, il va y avoir une vérification qui va se faire sur une base commune d'IBAN qui va vous dire, attention, là, vous êtes en train d'envoyer à la société Y, pas à la société X. Donc, qui va vous permettre, qui va vous amener un warning en disant, attention, vous n'êtes pas en train d'envoyer de l'argent à la personne, enfin, vous n'allez pas envoyer de l'argent à la personne à qui vous pensez envoyer de l'argent. Donc, de deux choses l'une, ou alors vous corrigez et vous mettez la bonne personne, auquel cas, il n'y a pas de souci et votre établissement financier va vous sécuriser le flux, ou alors vous considérez que vous prenez le risque en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, mais auquel cas, il ne faudra pas venir auprès de la banque et vous n'aurez plus le droit en fait de pouvoir venir contester en disant attendez, je me suis fait frauder, je n'ai pas envoyé de l'argent à la bonne personne. Parce que aujourd'hui, des factures sur lesquelles les gens enlèvent l'IBAN et mettent leur IBAN perso, sur lesquelles, etc., il y a tout un tas de fraudes qui se font autour de ça, voire même des fausses marketplaces qui se créent sur lesquelles on vous dit juste envoyez-moi de l'argent sur cette IBAN. Et bien évidemment, c'est quelqu'un qui a juste ouvert un compte à droite ou à gauche, qui récupère l'argent, il le décaisse à peu près aussi vite qu'il l'a encaissé, et il ferme le compte et vous ne le voyez plus. Et bien évidemment, quand la personne se rend compte, c'est beaucoup trop tard. Donc ça va permettre effectivement, c'est un dispositif important qui va permettre de sécuriser la relation B2C et B2B, puisque ça sera disponible pour les deux, avec des exceptions, et notamment une exception qui est l'initiation de paiement. Pourquoi? Parce que dans l'initiation de paiement, vous avez déjà onboardé quelque part le payeur, puisque vous le connaissez, puisque par définition, c'est sur la banque du payeur que ça va arriver. Donc, la banque du payeur sait déjà quelle est la personne et elle a déjà garanti quelque part que le KYB a été bien fait. Hein, et on revient à ce qu'on disait sur Vasco et les sociétés de KYB. Si le KYB a déjà été bien fait, l'initiation de paiement, par définition, on ne va pas se poser la question de où va l'argent, puisque par définition, c'est nous qui envoyons l'argent à cet endroit-là. Donc ça fera partie des exceptions. Sinon, effectivement, à chaque fois que vous allez devoir rajouter de façon manuelle des IBAN pour pouvoir payer des factures, vous aurez cette vérification obligatoire qui va vous être proposée et avec cette prise de risque si jamais vous voulez ne pas utiliser la vérification. Ça, c'est la partie Verification of Payee, donc obligatoire à partir d'octobre 2025. Ton deuxième point, c'était sur la partie PDP et numérisation de factures. Alors, c'est ce qu'on a déjà dit un petit peu tout au long, hein, et d'ailleurs, c'est ce que Victor disait. Demain, les informations, justement, on aura beaucoup plus de facilité à pouvoir se dire, tiens, c'est bien, j'ai bien 5 factures qui ont été payées, puisque par définition et par obligation, vous allez devoir, en tant qu'acheteur, dire à ce système qui s'appelle
PDP le statut de la facture, et qui dit dire le statut de la facture dit je vais lui dire à ce système qui a été mis en place par l'État, hein, peut-être pour faire un tout petit peu d'historique, mais c'est l'État qui, pour être sûr de récolter bien toute la TVA, a dit il y a obligation maintenant dans les relations entre entreprises de me faire cette déclaration. Cette déclaration-là, c'est pas l'État qui va la collecter directement, c'est des PDP, donc des plateformes de dématérialisation partenaires qui sont différentes sociétés qui sont en capacité, qui ont obtenu un agrément pour ça, pour pouvoir récupérer ces facturés, en fait, qui vont pouvoir entre elles communiquer pour dire, OK, comme le disait Victor, potentiellement, on va en envoyer 25. Je vais vous dire, les 25, c'est celle-là, 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 celle-là. Effectivement, de telle sorte que la société d'en face sera en capacité, de façon certaine, de dire, OK, a priori, moi j'ai bien vu le flux, hein, et ça c'est important, et d'où l'important d'avoir encore une fois du temps réel sur ces comptes, c'est de pouvoir faire tous ces fonctionnements dans l'instantanéité. Une fois que vous avez bien vu le flux et que vous savez a priori quelles sont toutes les factures qui ont été payées puisque ça vous a été déclaré, ça va énormément faciliter la vie des entreprises, et donc on va se retrouver dans des relations qui vont être beaucoup plus saines grâce à ça, et ça sera 2026 et 2027, comme on le précisait tout à l'heure. Donc voilà, pour moi, cette partie PDP et automatisation qui va automatiser celui qui envoie le flux et celui qui reçoit le flux, quelque part, les deux vont être en capacité de gagner énormément de capacité à faire, parce que ça va être automatique, parce que la réception de facture, après, derrière, moi, mon système, il est en capacité de venir faire le paiement dans 5 jours. Il n'y a même plus besoin d'une validation humaine. Demain, tous les paiements vont se faire directement en allant appeler les API de son compte bancaire qui vont faire les virements. Alors, bien évidemment, il y aura toujours quelqu'un qui voudra valider, c'est normal, mais les flux de validation seront de plus en plus automatisés, au point que si on voulait vraiment pousser la chose, quelque part derrière, on peut donner des autorisations à chaque opérationnel sur chaque type de dépense, de pouvoir aller jusqu'à hauteur d'un plafond, etc. Une fois que ça sera fait, il n'y a plus personne qui intervient sur les paiements. Le reste, c'est du machine to machine que ça va se faire. Donc là, Merci on beaucoup. ouvre un peu. Merci beaucoup, Jacques-Olivier. Ça me donne l'occasion, en fait, de remonter la chaîne, encore une fois, vers Vasco. Et en fait, tout le monde partage le constat que le KYB est de loin, en général, plus complexe que le KYC pour les individus. On se demanderait, en fait, mais pourquoi est-il aussi lent et laborieux? Parce que, en fait, je vais être en partie un peu provoquant, mais moi, lorsque je vais aller chercher les informations sur Altavo Partners, sur Papers ou sur société.com, il y a l'essentiel, en fait. En réalité, les données, elles sont là. Je ne suis pas en train de dire à quoi vous servez, je suis juste en train de dire, mais puisque les données sont là, sur des plateformes, je veux dire, qui sont authentiques, qui reçoivent leurs informations du registre du commerce, qui consolident même à l'échelle européenne les informations. Qu'est-ce qui reste de si laborieux et de si difficile dans le KYB en final? Quels sont les problèmes à résoudre finalement si l'essentiel des informations, y compris les informations financières, sont déjà dans la nature, par des sources fiables? Oui, alors c'est une bonne question. Tu as raison sur le fait que la donnée, c'est un des points cœur du dispositif. Donc, tu as évoqué des acteurs comme Papers, dont l'émergence ont été permis par des initiatives open data, par le gouvernement et l'INPI. C'est vrai qu'en France, on est plutôt bien loti quant à l'accessibilité de la donnée entreprise. Encore que, il y a eu des revirements. Alors, ces revirements, là, ils ont eu lieu à l'échelle européenne. En fait, pour des raisons de confidentialité, la Cour de justice est revenue sur la publication d'un certain nombre d'informations ayant trait aux bénéficiaires effectifs. Et donc, en fait, les gouvernements de chaque État doivent s'adapter et réserver la publication d'informations sur les bénéficiaires effectifs uniquement aux sociétés qui ont un intérêt légitime à l'obtention de cette information. Donc ça, déjà, c'est un peu un revirement qui est un coup dur, en quelque sorte, pour les sociétés qui doivent faire du KYB et qui ont un intérêt à obtenir cette information, parce que voilà, ça complexifie un petit peu le fait d'obtenir cette donnée. Et puis surtout, il y a des géographies où l'information, elle ne peut pas du tout être obtenue de manière aussi simple, où elle peut l'être, mais pour un prix qui est parfois prohibitif. Donc le coût d'accès va aussi rentrer en jeu. Ensuite,
Il y a effectivement la donnée légale, donc une entreprise, est-ce qu'elle est toujours en activité, dans quel secteur elle opère, qui sont ses actionnaires, donc qui est vraiment derrière l'entreprise, qui la contrôle, c'est ça qu'on cherche à comprendre dans le cadre d'un KYB. Donc ça fait partie de l'information cœur. Mais il y a une autre donnée plus soft qui va potentiellement nous intéresser et qui peut nous aider à évaluer le risque que présente notre contrepartie. Je prends un exemple, je suis en train d'onboarder un marchand. Je vais avoir un intérêt à pouvoir vérifier automatiquement si les produits que vend le marchand sur son site internet sont bien cohérents avec la typologie d'activité que le marchand a déclarée. Et donc ça, c'est une donnée qui est soft, qui est généralement, c'est un travail qui est fait par des analystes, donc ils vont manuellement faire des recherches Google, qui vont aller regarder le site internet du marchand. Donc tout l'enjeu, c'est de dire, est-ce qu'on n'arrive pas à automatiser ce type de démarche. Donc ça, c'est un des premiers challenges du KYB, effectivement, c'est tous les enjeux autour de la donnée. Deuxièmement, il y a les enjeux de simplification des parcours, et on en a parlé, comment on fait pour adapter les parcours à la typologie de clients. Il y a eu pas mal d'exemples qui ont été donnés autour des auto-entrepreneurs, et c'est un très bon exemple, parce qu'en fait, on ne borde pas un auto-entrepreneur de la même manière qu'une SAS. On demande des informations, on demande des documents qui sont différents, et si jamais on demande à un auto-entrepreneur les mêmes informations qu'une SAS, on peut générer de la confusion. Autre point important, la communication, les relances. Les utilisateurs sont pas parfaits. Dans le cadre d'un KYB, c'est compliqué. Il peut y avoir des erreurs. Victor nous a fait un très bon exposé tout à l'heure sur l'étiquette plutôt de relance dans le cadre du gouvernement, du recouvrement. Et c'est un petit peu la même chose pour le KYB. Parfois, il va falloir relancer son utilisateur, il va falloir lui demander des informations complémentaires, il ne va pas toujours comprendre ce qu'on lui demande et il va falloir œuvrer de pédagogie. Ensuite, on a collecté de la donnée, et il faut l'analyser. Alors, cette analyse, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a évidemment l'analyse documentaire. Et là, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on essaye d'automatiser. Donc, regarder un document, vérifier si jamais c'est bien le document attendu, extraire de la donnée. Alors, la typologie des documents peut varier. Il y en a certains qui sont plus faciles à lire automatiquement avec des algorithmes d'IA, d'OCR que d'autres. Ça fait partie des choses qu'on essaie d'automatiser. Il y a l'analyse du risque, à proprement parler. Et donc là, évidemment, on a envie d'avoir une matrice de risque qui est intégrée dans un outil et qui ne va pas nécessiter qu'on aille recopier dans un Excel toutes les informations sur son client pour ensuite avoir un score, parce que ça fait partie des dimensions sur lesquelles on peut perdre en efficacité. Bien sûr, il y a la vérification d'identité, à proprement parler. Donc, comme dans le KYC, et quand on parle de vérification d'identité, on parle de cette procédure qu'on commence à maintenant tous connaître. Je fais un selfie avec mon téléphone, je filme mon document, il y a une concordance qui est faite entre les deux. Et là aussi, c'est des petites subtilités. Par exemple, sachant qu'on est sur un process de KYB qui est souvent plus complexe, on peut partir du principe que l'utilisateur il est sur son ordinateur, il n'est pas forcément sur son téléphone. Donc, il faut faire la distinction parcours mobile, parcours desktop, bien choisir son prestataire de vérification d'identité, faire en sorte que, par exemple, on ait un prestataire qui permette de faire l'entièreté du parcours sur desktop sans avoir à faire un basculement sur mobile à un moment ou un autre. C'est des petites choses comme ça qui jouent. Ensuite, il y a le traitement des alertes, et l'identification des faux positifs. Jacques-Olivier le disait tout à l'heure, notamment, c'est assez challenging quand on est sur des logiques de paiement instantané. Il y a des alertes qui peuvent être générées. Comment on fait pour les traiter de manière quasiment instantanée? Ça va évidemment être un enjeu. Il y a des enjeux de paramétrage sur comment on fait pour avoir le minimum de faux positifs. Et enfin, il y a un autre sujet qui est celui de la collaboration entre les équipes. Alors, en conformité, on a ce concept de ligne de défense. Vous avez peut-être entendu parler, première ligne de défense, deuxième ligne de défense. Et si on réfléchit à comment ça se passe dans une entreprise, généralement, ceux qui sont en front avec le client, c'est les sales, c'est les customer success. Et c'est souvent eux qu'on envoie au front et on leur dit, c'est à vous d'aller collecter les documents du client. Et puis derrière, il y a une équipe conformité qui dit, ah oui, mais en fait, tu n'as pas demandé exactement le bon document. Est-ce que tu peux retourner voir le client pour lui demander que… Et donc, en fait, cette charnière entre
les équipes sales, la première ligne de défense, des équipes conformité qui seraient une deuxième ligne de défense, comment il y a une meilleure collaboration entre les deux. Nous, ça fait partie des thématiques qu'on travaille beaucoup avec nos clients parce qu'elles sont absolument clés. Et puis enfin, le dernier point, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais avoir un outil, un système qui permet de centraliser tout ce processus, c'est quand même bien, ne serait-ce que pour des raisons d'auditabilité et de traçabilité des décisions. C'est pas idéal d'avoir des mails volants, entre guillemets, dans les systèmes qui se baladent pour aller récolter des documents qui sont parfois confidentiels. Tout pouvoir centraliser dans un outil, ça permet d'avoir cet historique-là, ça permet d'avoir cette piste d'audit. Et puis, ça permet aussi, le KYB, c'est comme n'importe quel process dans une entreprise, il faut avoir une démarche d'amélioration continue et donc il faut mesurer son efficacité. Et puis, en fonction de ce qu'on observe, on va pouvoir mettre en place différentes actions qui visent à réduire le temps d'onboarding et améliorer la conversion, etc. Donc voilà, je dirais qu'il y a toutes ces dimensions-là sur lesquelles on peut potentiellement travailler. Selon la situation, elles vont avoir un impact plus ou moins important, mais ça fait un champ d'action assez large. Assez large. Merci beaucoup, Vasco. En tout cas, je note le lapsus très révélateur de gouvernement et de recouvrement. Ça fait moins rire sur le coup. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai noté que, en fait, c'est le fait de confronter la documentation aux données, la documentation et les confirmations de la véracité des données qui fait la valeur des données, en fait. Ce n'est pas parce que les données se baladent dans la nature et que, soi-disant, elles sont sur des plateformes sécurisées que l'on peut les exploiter les yeux fermés. Il faut aussi vérifier auprès du client la concordance entre les données et sa vraie identité, le bon enregistrement de son entreprise, etc. etc. On a une question, visiblement, Jacques-Olivier je me suis permis de a répondre. répondu. Alors, j'espère avoir bien compris la question, mais effectivement, ceux qui vont recevoir des paiements, eux, sont systématiquement KYBisés, entre guillemets, par l'organisme qui met à disposition la capacité de recevoir les paiements. C'est une obligation. Donc, ceux-là ont eu, quoi qu'il arrive, avant même d'avoir le dispositif de je peux recevoir des paiements cartes, je peux créer des initiations de paiement et donc recevoir de l'argent par flux SEPA. Ces gens-là, c'est une obligation des établissements de paiement ou de monnaie électronique, auront fait un KYB avant qu'on leur mette à disposition ces dispositifs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas besoin de façon complémentaire de pouvoir avoir une vérification au pays parce qu'ils sont déjà connus par l'établissement qui est supposé screener les flux et donc on sait déjà à qui les flux vont arriver. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je pense que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, visiblement, ça a été à la fois riche, complet. Merci beaucoup, Jacques-Olivier Schatz, Merci à toi. CIO d'Expolens. Merci à Victor Derrier, directeur du développement de Centralpay. Et puis, merci beaucoup, Vasco Alexandre, cofondateur de ThoughtLife. C'était vraiment très, très riche et très intéressant. Je vous remercie tous. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis pendant ce webinaire. Et merci encore à Finance Innovation pour l'invitation et la confiance renouvelée pour animer ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous. Et puis, le replay sera disponible sur YouTube prochainement. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.